monde. Oui, effectivement, je suis CTO de Click & Mortar. Alors, ça parle sûrement à pas grand monde, à quelques-uns que je connais dans la salle, mais pas aux autres. On est une toute petite agence, on est 3 personnes, on fait du conseil, de l'accompagnement, l'expertise technique, e-commerce. Mais j'ai surtout été tech manager quelques temps chez Maison du Monde, juste avant le Covid, et 3 ans CTO de chez Zadig & Voltaire. Au cours desquels on a eu l'occasion notamment de faire pas mal de R&D, notamment sur le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui autour de l'IA générative. Première petite question déjà, qui parmi vous utilise l'IA quasiment au quotidien? Quand je dis IA, Gen AI, donc ChatGPT et compagnie. Okay, donc quasiment tout le monde. Principalement ChatGPT, j'imagine. Tout le monde, la tête. Ok. Qui parmi vous, est-ce qu'il y en a certains qui l'utilisent pour du travail d'analyse de données, pour du reporting, de la sortie de chiffres, des choses comme ça? Ok, un petit peu moins déjà. Alors tout est parti d'un besoin, d'une expérience, celle chez Zadig & Voltaire, où on est régulièrement sollicité. Il y a des équipes qui pourront attester ici, qui sont chez Zadig actuellement, des équipes métiers qui nous sollicitent régulièrement, qui ont des outils de BI, mais qui ne sont pas toujours évidents à utiliser, qui ont tout le temps besoin de chiffres, de nouveaux chiffres, d'avoir des chiffres rapidement. Et donc on est régulièrement sollicité là-dessus. Donc typiquement, voilà, quels sont les 5 produits qui ont été le plus vendus le mois dernier, quel a été le chiffre d'affaires de telle catégorie par rapport à l'année dernière, combien de clients se sont inscrits à la newsletter, combien de nouveaux comptes ont été créés, combien ont converti, etc. Et donc il y a tout plein de chiffres qui sont régulièrement demandés par les équipes métiers. Donc on a la possibilité de créer des dashboards, d'aller chaque fois faire des développements et du coup de prendre un petit peu de temps avant de pouvoir répondre aux demandes et aux besoins des équipes métiers. On a une autre option qu'on a mise en place qui est d'essayer de répondre avec davantage d'agilité aux équipes business à leurs questions sur les données. Aujourd'hui, on l'a vu là en question dans la salle, il y a 70% des entreprises qui utilisent l'IA de manière générale, donc c'est en 2024, hein, c'est récent. Et depuis 2023, donc l'avènement de ChatGPT, surtout la généralisation avec les modèles un petit peu plus poussés, notamment GPT-4 qui est sorti, les utilisateurs, et notamment les équipes métiers on avait l'habitude de travailler, d'utiliser des chiffres, de faire des extracts et d'essayer de donner du sens à ces chiffres, d'en sortir des données. On se retrouve vite limité à des contraintes de données sensibles, on va en reparler, ou de volume de données, ou de format, ou quoi qu'est-ce. Et donc, c'est la question qu'on s'est à ce moment-là posée, c'est comment fait-on pour aller plus loin pour les équipes métiers, pour leur proposer d'avoir la possibilité de sortir leurs données, de les travailler directement en toute autonomie. Il y a eu de nombreux enjeux auxquels on a été confrontés. Le premier, c'est les données personnelles, ce qu'on appelle les P2I, données Personally Identifiable Information. Donc c'est pas toujours évident de les envoyer à des IA génératives, a fortiori quand elles sont de l'autre côté de l'Atlantique et qu'on ne sait pas trop ce qui peut en être fait. Deuxième chose, c'est vous le vivez peut-être vous-même en entreprise, beaucoup de personnes utilisent leur propre compte, leur compte personnel pour l'IA générative. Donc il y a un problème d'isolation du pro et du perso et d'utilisation de données pro sur des comptes perso. Il y a aussi un problème de gouvernance sur comment on fait pour utiliser un modèle d'IA. Ça peut être ChatGPT, mais ça peut être Claude, ça peut être Perplexity, ça peut être, il y a plein aujourd'hui de modèles d'IA, ça peut être Bedrock d'Amazon qui fait broker, ou Gemini. Les entreprises peuvent avoir un modèle où on cherche à travailler avec un partenaire et pas, si on est partenaire Google, on n'a pas forcément envie d'aller envoyer toutes nos données chez Amazon. Et dernier point, c'était comment on maîtrise les coûts d'abonnement.
ChatGPT individuellement, ça coûte en version payante, ça coûte relativement peu cher. Quand on commence à avoir des dizaines de collaborateurs qui vont l'utiliser, ça peut monter assez rapidement. Alors, on a l'impression, vous avez peut-être cette impression, que ChatGPT existe depuis très très longtemps. Ça fait à peine 2 ans et demi. Ça fait relativiser un petit peu quand on voit tout ce qui s'est passé en seulement 2 ans et demi. Donc ça date de novembre, ChatGPT 3.5 est sorti en novembre 2022. Et une petite révolution, de mon point de vue, est arrivée à la fin de l'année 2023. Donc GPT-4 et 4O étaient déjà sortis. C'est ce qu'OpenAI a appelé l'assistance API, qui venait simplifier, alors venir un petit peu ce que les plus techniques d'entre vous ont peut-être vu avec LangChain, qui venait intégrer un ensemble d'outils. Mais OpenAI est venu génériser toute la partie gestion des fils de discussion, donc notamment apporter une forme de mémoire sur un fil de discussion, pouvoir se souvenir des précédents messages qu'on a eu dans une discussion. Ça semble évident, mais c'était pas le cas de base. Ça n'est pas le cas de base en utilisant l'API de complétion, l'API chat classique de ChatGPT. Deuxième chose, récupération de documents, pour avoir une base documentaire et faire ce qu'on peut appeler du RAG, donc la récupération de documents pour réaliser des réponses. Troisième point, c'est l'interprétation de code, pouvoir interpréter du code, soit pour calculer des chiffres, ça peut être pour générer une image, ça peut être pour réaliser des fichiers CSV. Et ce qui va nous intéresser, qui est un peu une killer feature, c'est la possibilité de faire de l'appel de fonctions ou d'outils, tool calling, function calling, qui va nous permettre de mettre à disposition d'OpenAI, et donc simplifier en disant ChatGPT, des fonctions qu'il va pouvoir utiliser. Vous avez peut-être entendu parler au cours de ces dernières semaines de MCP, qui est un protocole qui a été lancé par Anthropic, qui est donc le parent de Claude. Voilà, c'est un petit peu le prédécesseur de MCP. MCP a le mérite d'être un protocole standardisé pour faire un petit peu la même chose. L'idée qui a germé chez Zadig et qui aujourd'hui fonctionne, c'est de créer un chatbot qui permet aux utilisateurs métiers de requêter la base de données sans avoir accès à la base de données et sans aucun risque pour les données confidentielles qui sont dans la base de données. Les prérequis pour cela, ça a été, bien sûr, d'avoir un accès à la base de données, de déployer une petite application qui va jouer ce rôle de pont entre le LLM, donc la GenAI, et les utilisateurs, donc une forme de chatbot, soit en custom, soit sur des solutions du marché. Il y a une solution open source qui est géniale, qui s'appelle OpenWebUI, qui permet d'utiliser des modèles locaux, notamment avec Ollama, ou qui permet d'utiliser du OpenAI ou plein d'autres choses, qui peut fonctionner avec des assistants. Et on va venir alimenter OpenAI, un assistant OpenAI, avec une fonction qu'on va appeler Execute Magento Query, Execute Adobe Commerce Query si certains préfèrent, qui va être relativement simple. On va définir une fonction, alors on va passer rapidement, mais où on va simplement lui dire, voilà, tu peux exécuter une query SQL Magento. On attend juste une query au format SQL à exécuter. À partir de ça, quand on va poser une question à notre assistant IA, il va savoir qu'il a cette fonction et chercher à l'utiliser pour répondre à notre question. Donc typiquement, on va poser une question, on va dire, voilà, je voudrais avoir le chiffre d'affaires, et il va voir qu'il a une fonction, et il va chercher, il va se dire, j'ai une fonction, je souhaite l'utiliser. Et il sait que pour pouvoir l'utiliser, il doit nous fournir, il y a un champ qui est required, qui est query, il sait qu'il doit nous fournir une requête SQL. Alors je ne sais pas si c'est assez grand, là, si vous le voyez tous en assez grand, les couleurs ne rendent pas hyper bien. Le principe, c'est que l'utilisateur va poser une question à un chatbot
qui va être transmise à un assistant OpenAI, à l'API OpenAI. Cette API va réfléchir et se dire, voilà, je dois fournir une réponse à un client qui m'a demandé, par exemple, voilà, quel a été le chiffre d'affaires sur la journée d'hier. Est-ce que j'ai des outils pour répondre à cette demande de mon utilisateur? Il va regarder dans sa liste de fonctions qu'on a définies. Oui, j'ai une fonction exécute Magento. Et là où ça devient intéressant, c'est que c'est pas OpenAI qui exécute la fonction. OpenAI va nous répondre en nous disant il faut que tu utilises cette fonction, voilà la requête à exécuter et renvoie-moi le résultat. Donc, ce qui est intéressant, c'est cette partie-là où OpenAI va nous répondre avec une fonction SQL et derrière, c'est notre chatbot sur lequel nous avons la main, donc on reste dans notre écosystème, qui va faire la requête SQL vers le Magento, récupérer la réponse et ne transmettre à OpenAI que ce qu'il souhaite du résultat. Donc, potentiellement, obfusquer toutes les données sensibles. Alors, après, il y a même d'autres solutions, mais ne transmettre que les données vraiment utiles à générer la réponse. L'assistant OpenAI va réfléchir, donner du sens éventuellement aux données qui ont été reçues, potentiellement faire d'autres appels à la fonction pour aller récupérer le nom d'un produit, pour aller il dit tiens, j'ai pas assez d'infos pour répondre à la question, je vais aller faire une deuxième requête. Ce flow-là peut s'exécuter plusieurs fois d'affilée avant qu'une réponse soit fournie. Et une fois qu'il y a une réponse finale, la réponse est transmise en format textuel et transmise jusqu'à l'utilisateur. Ce qui est vraiment important de noter, c'est qu'à aucun moment on a une absence de maîtrise de la donnée qu'on envoie à l'assistant IA. On a vraiment, nous, la maîtrise de ce qu'on envoie. La requête SQL est exécutée par le chatbot qu'on maîtrise, exécutée vers la base de données. Alors, j'ai mis Magento, c'est la base MySQL Magento. On récupère la donnée et on transmet ce qu'on en souhaite. Donc, nos enjeux de tout à l'heure. La base de données SQL. Là, ni nos utilisateurs business, ni l'IA générative n'ont d'accès à l'IA. Premier point, on est bon. Deuxième point, l'intérêt de ce mode de fonctionnement, ça va être qu'on a un mode de facturation à l'utilisation. Donc, contrairement à un système avec des comptes ChatGPT ou des comptes Claude, on va avoir une facturation à la requête de l'ordre de quelques cents par la requête. Il n'y a pas d'abonnement par utilisateur. Donc, ça va être particulièrement intéressant, notamment sur des utilisateurs qui ne génèrent pas de gros volumes de requêtes. Et on maîtrise le fournisseur d'IA, puisque c'est lui qui est configuré pour, là en l'occurrence, OpenAI. On peut le faire avec MCP aujourd'hui sur Claude, mais on a cette maîtrise-là. On avait parlé des données confidentielles. Une des solutions, c'est dans son chatbot d'obfusquer les données, de dire voilà, j'essaie d'obfusquer les données, de ne pas envoyer les données. Ça reste border, il y a toujours un risque. Il y a deux options possibles. La première, c'est de se dire finalement, mon chatbot, je vais pas du tout lui donner accès à... Enfin, les deux options sont celles-ci, c'est je vais pas du tout donner accès à mon chatbot aux données sensibles. Donc déjà, premier point, mon chatbot qui va requêter la base n'aura accès qu'aux tables qui contiennent des données qui ont besoin d'être utiles, qui sont utiles pour les équipes business. Donc, je ne vais pas aller donner accès à Core Config Data, enfin à des tables qui contiennent des données de configuration. Je vais donner accès qu'aux tables de commande. Et après, on a deux options pour éviter de diffuser de la donnée personnelle, soit des vues, donc dans lesquelles on va remplacer toutes les infos personnelles par une chaîne vide ou par redacted ou ce qu'on veut. L'intérêt, c'est qu'on garde exactement le même schéma. On doit changer le nom de la table dans la requête, mais on garde exactement le même schéma pour les requêtes SQL. On peut indiquer à ChatGPT dans les instructions de l'assistant de suffixer de redacted ou les noms des tables qui doivent être suffixés de redacted. Il sait très bien le faire. Et la deuxième option, c'est d'utiliser les privilèges MySQL de niveau colonne pour dire voilà, tu as le droit de requêter telle colonne, mais donc par exemple, Customer ID, Created Date, une autre colonne, ou sur des montants, des SKU de produits, des choses comme ça, mais pas les autres informations.
Ça demande un petit peu plus de travail ça demande un petit peu plus de travail ensuite sur ce qui doit être indiqué comme instruction à ChatGPT, puisqu'il faut lui dire voilà l'ensemble des colonnes que tu n'as pas le droit de requêter. Sinon, il va passer du temps derrière à avoir des erreurs, à essayer de requêter des colonnes qui ne sont pas disponibles, à avoir des erreurs et à réessayer en boucle. Pour finir, ou presque avant la démo, quelques bonnes pratiques. La première chose, d'être en lecture seul, ne prendre aucun risque, ne pas avoir un chatbot qui peut réaliser des écritures sur la base. Privilégier un read replica. On n'est pas à l'abri de faire une demande un peu tricky qui risquerait de mettre à mal la base principale. J'en parlais juste avant, donner un accès qu'aux tables strictement nécessaire. Vaut mieux le list privilege principle, de donner vraiment de partir de tables unitaires, donner des accès à des tables unitaires plutôt que de donner accès à tout. Le dernier point qui peut être quand même utile, c'est d'historiser les requêtes, être capable de faire de l'audit et de savoir de remonter sur ce qui s'est passé, ce qui a été demandé, si c'est nécessaire ou si on identifie un risque à ce niveau-là. Là, on a parlé de requêtes textuelles. On peut aller encore plus loin avec les assistants OpenAI. On a la possibilité de générer, on le verra tout à l'heure dans la démo, on a la possibilité de générer des graphiques, on a la possibilité de générer des fichiers, CSV par exemple. Et on peut aussi répondre à d'autres besoins métiers. Là, on parlait de répondre à des besoins d'analyse business. On peut aussi se créer des assistants personnalisés qui vont être préconfigurés pour travailler, pour aider certaines équipes. Ça peut être pour de la traduction. On va pouvoir avoir des assistants qui ont accès à certaines données qui vont être préconfigurées selon des guidelines précises pour du SEO, voilà, pour toute autre tâche qui pourrait bénéficier de l'aide d'une IA générative. Je sais pas combien de temps il reste. Il reste un peu plus de 5 minutes. Avant les questions avant la fin. Ah bon, ok. Alors on va aller très rapidement. Est-ce que vous voyez ça? Hop. Voilà, donc là on est sur une démo qui est connectée à une base Magento et qui tape réellement sur OpenAI. Donc, je vais poser le micro pour poser une question. Par exemple. Donc j'ai posé une question là. Combien de commandes ont été passées en 2024 ? Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'il y a la demande qui a été envoyée. ChatGPT va nous répondre avec une requête SQL. Mon chatbot a exécuté la requête. Voilà. Et j'ai la réponse qui a été générée. Donc j'ai transmis le chiffre, j'ai transmis en fait la réponse qui a été renvoyée en JSON à OpenAI et qui me dit en 2024, il y a eu 779 commandes. Donc on peut aller un petit peu plus loin. Alors on va voir si l'effet démo fait des siennes ou pas. Je ne l'ai pas testé celle-ci avant de vous la montrer, donc on va voir. J'en ai d'autres sinon sous le coude. Il est peut-être en train de se galérer. Bon. Je vous montre en parallèle dans une autre application ce que ça peut donner, le mode de fonctionnement. Ah ouais, voilà, vous voyez, on l'a. Voilà, donc là, il nous a sorti en Markdown, donc ça a été reformaté derrière par notre petit chatbot. Le chatbot, là, c'est une application qui a été faite. Il y a, 300 lignes de code qui ont été générées par une IA. Donc ça représente vraiment pas grand-chose en termes de code et ça permet d'avoir la main complètement sur ses données. Donc là, on a nos infos. Je parlais tout à l'heure d'aller un petit peu plus loin. Là, on est sur un chatbot, même principe, qui tape dans une base de données. C'est de la donnée dénormalisée depuis Magento, mais vous voyez, l'assistant OpenAI, c'est générer des graphiques à partir des données. Donc là, c'est la partie interprétation de code. Et l'assistant, c'est aussi
nous générer des fichiers. Donc là, il nous a renvoyé un fichier. J'ai demandé les données. Et là, j'ai mon CSV qui est sorti avec mes informations. Et ça marche dans les deux sens. Je peux aussi renvoyer un CSV, lui demander de faire une analyse ou d'en faire un graphique ou de convertir le format, etc. Et de nous rester 1 minute pour les questions. 3 minutes, super. Je suis allé vite sur la démo. Une question, là, on a présenté notamment avec les fonctions d'OpenAI. Est-ce que vous savez si d'autres concurrents d'OpenAI proposent des fonctions, enfin, de systèmes similaires Alors, pour aller cette action-là de configuration il y a Claude enfin Anthropic, qui est derrière Claude, qui a lancé un protocole qui s'appelle MCP, qui permet c'est un modèle contexte protocole, je crois, ou modèle communication protocol, j'ai plus exactement en tête, mais qui permet de gérer ça, alors qu'il y a un mec qui va un petit peu plus loin, mais d'exposer un ensemble de fonctions, une espèce d'annuaire de directory et de discovery de fonctions disponibles pour un LLM et de poser des questions. Ouais. Mais OpenAI a fait ça, mais après, finalement, c'est de la simplification par rapport à ce que certains outils peuvent le faire, mais il faut venir implémenter soi-même la gestion de la mémoire, du function calling, etc. Ça demande un petit peu plus de travail. Est-ce qu'il a fallu mettre en place un RAG où il y avait une connaissance directe du modèle de données de Magento? C'est une très bonne question. Il a une bonne connaissance du modèle donné. En GPT, quand on avait commencé les premiers tests, on était en GPT 3.5, peut-être un défaut de configuration, il y avait du GPT 3.5 qui était utilisé, c'était pas génial. En GPT 4, ça marche pas mal, en 4.5, ça marche encore mieux. Ça mange pas de pain, surtout si on a un petit peu de custom au niveau de son modèle donné de commande, ça mange pas de pain de fournir dans le JSON schema que je montrais tout à l'heure, de lui donner des informations supplémentaires. C'est toujours bénéfique de venir enrichir, de venir donner des informations supplémentaires, ou de lui dire, par exemple, utilise toujours les base total au lieu du total, parce que moi je veux, mais des chiffres qui font sens pour moi, c'est les base total ou des choses comme ça. Enfin, c'est toujours intéressant d'aller lui donner des instructions. Et même plus globalement dans l'assistant, je vais peut-être avoir le... Voilà. Un assistant, ça ressemble à ça hein, dans OpenAI. Là, donc, j'ai donné quelques instructions, on répond toujours dans la bonne langue, essaie de donner du sens aux chiffres, essaie d'utiliser les fonctions autant que possible. On peut lui donner d'autres instructions, soit au niveau global, soit au niveau de la fonction. Et finalement, on a notre fonction ici, Magento. Voilà. Là, je lui ai même dit, utilise des DDL statements. Donc, on peut aussi lui dire, fais un describe des tables. Si tu as un doute, que tu n'arrives pas à trouver une colonne, tu as une erreur, tu peux aussi me demander d'effectuer un show create table ou un truc comme ça pour voir les noms des colonnes. Mais si on a un petit peu de métier, un petit peu de règles métier, c'est toujours mieux de donner des instructions. Ouais. Ça rejoint un petit peu la question de monsieur. Là, vous avez fait une demande assez généraliste sur combien de commandes sont passées en l'année 2024. Ouais. Il prend en compte les statuts de commande, les statuts personnalisés. Non, effectivement. C'est des choses dont... sachant que c'est aussi là, c'est spécifique aux commerçants. Tous n'ont pas la même manière de sortir les chiffres. Certains voudront les chiffres de commande, d'autres uniquement ce qui a été facturé. Les statuts sont pas les statuts, même les states sont pas toujours parfaitement gérés. Donc non, mais effectivement, ça fait partie des instructions qu'on peut mettre, de dire voilà, une commande est considérée comme comptable si elle est facturée ou en statut complete, quoi. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a des guidelines qu'on doit implémenter, par exemple, indiquer au chatbot de ne pas être verbose ou d'être direct dans les réponses optimisées? On peut toujours, sachant que effectivement, c'est les tokens d'output qui coûtent le plus cher. Déjà, on a la chance d'avoir des modèles qui coûtent de moins en moins cher et des anciens modèles, relativement anciens modèles, GPT-4, 4o, qui est considéré comme ancien, avec la sortie de 4.5 qui devient moins cher et qui est suffisamment performant pour ce genre de besoin.
ça représente pas grand-chose en termes de coût, à moins d'avoir des équipes qui passent leur journée à demander des rapports gigantesques sur ça, mais c'est de l'ordre de même pas quelques dollars par mois, enfin, ça dépend des tailles des équipes, mais on se parle de quelques dollars par mois d'API. Après, sinon, il faut utiliser des API batch, mais il ne faut pas être pressé sur les réponses. Je vous invite à aller le rejoindre un peu plus tard pour d'autres questions, qu'on puisse enchaîner sur les présentations sur la vente. S'il vous plaît. Merci tout le monde.